Marc de Basquiat, donc effectivement je suis ingénieur et économiste. Je suis d'abord un ingénieur. Bon, j'ai fait un travail d'ingénieur dans le secteur de l'informatique pendant de nombreuses années, dans le conseil, et actuellement dans le secteur de l'énergie. Et par ailleurs, je m'intéresse à des sujets sociaux. C'est pour ça que la phrase que vous avez sur ce support est une phrase de Victor Hugo. Vous voulez les pauvres secourus, je veux les misères supprimées. Effectivement, c'est un engagement citoyen, personnel, depuis de nombreuses années, depuis 10 ans, où je m'intéresse à comment est-ce qu'on peut améliorer la situation de la population. Voilà, c'est un engagement tout à fait personnel. Mais par ailleurs, cet engagement personnel a pris une forme un peu extrême, en ce sens que, effectivement, j'ai entrepris de faire une thèse de doctorat en économie sur ces questions-là, en constatant que si les citoyens veulent que les choses progressent, il faut que les citoyens habitent leur démocratie. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. C'est que la démocratie, ce n'est pas une idée abstraite, c'est vraiment l'engagement des citoyens. Et je comprends qu'avec EPAM TV, c'est quelque chose que vous comprenez aussi, et que vous militez pour cela. Donc, bravo. Et voilà, je crois que c'est un souci partagé. Et voilà. Donc, un revenu de base. Le revenu de base inconditionnel. Alors, je vais vous parler de cela avec une présentation en 4 parties. Première partie, quelques mots sur l'histoire du revenu de base. De quoi parlons-nous historiquement? C'est un sujet qui n'est pas tout à fait récent, c'est un sujet qui a une histoire. Deuxième point d'approche, c'est on regarde la redistribution actuelle, telle qu'elle fonctionne. Est-elle efficace ou pas? Je dirais non, elle n'est pas très efficace. Elle n'est pas très équitable. Deuxième point. Troisième partie, c'est est-ce qu'on peut inventer autre chose? Est-ce qu'on peut imaginer une solution plus adaptée à la France telle qu'elle est au XXIe siècle? Et une dernière partie, plus technique, plus directement lié à mon travail de thèse, c'est comment on peut simuler et chiffrer tout ça. Alors j'attaque directement sur la première partie, l'histoire. L'histoire, je la fais remonter, on peut la remonter plus loin, mais je la remonte déjà à 1795 avec Thomas Paine. Thomas Paine qui est un original, un Anglais, qui s'est investi dans la Révolution américaine et dans la Révolution française. C'est quand même pas tout à fait courant. Et cet homme-là a beaucoup voyagé, a étudié beaucoup de choses, et il a fait le constat que la pauvreté que l'on observe dans les pays qu'on appelle civilisés est quelque chose qui est vraiment lié à un mode de vie, à un mode de fonctionnement de la société, et que lui n'a pas trouvé quand il se promenait dans les contrées d'Amérique du Nord, où il voyait des Indiens d'Amérique du Nord qui, eux, pour eux, la pauvreté, ça n'a aucun sens, aucune forme de pauvreté. Et donc, elle a dit, la pauvreté, c'est quelque chose qui a été créé par nos modes de vie, et donc, il est légitime de pouvoir travailler là-dessus et d'y remédier. Et pour cela, sa proposition qu'il a développée dans ce petit bouquin, la justice agraire, consiste à dire, les personnes sont pauvres parce qu'elles ont été dépossédées de leurs terres. Si on remonte très très loin autrefois, plusieurs millénaires autrefois, chacun avait son open terre, son espace. Bon, nous n'avons plus ça. Et aujourd'hui, avec notre espace totalement urbanisé, ce n'est clairement plus le sujet. Donc, il faut compenser la perte par chacun de son espace de vie naturel, et donc verser ce qu'il appelle donc une somme d'argent à la majorité, et ensuite une rente à partir de 50 ans. Bon, voilà, donc les formes, peu importe, mais en tout cas, il y avait cette intuition de donner à chacun un moyen de compenser la perte de ses moyens d'existence naturelle. Autre éclairage, beaucoup plus récent, 1962, avec Milton Friedman. Milton Friedman, économiste très connu du XXe siècle, qui est un grand économiste du libéralisme, qui a inspiré Reagan, Thatcher, très, très marqué libéralisme, et qui lui dit, pour un libéral, il dit la solidarité naturelle devrait s'exercer au sein des familles. Dans une famille ou d'un quartier, d'un village, les gens devraient s'entraider, ce serait naturel. Et pour un libéral, tout va bien. Mais il dit, par contre, quand on observe ce que sont devenues nos sociétés, avec des villes contenant des centaines, voire des millions de personnes, on ne peut plus imaginer de solidarité locale. Ça n'existe plus, ce n'est plus possible. Donc, forcément, il faut que la société prenne sérieusement cela en main et mette en place des moyens d'organiser une solidarité nationale envers la population. Et donc, il a inventé ce concept de l'impôt négatif,
qui permet de manière très simple, de manière, je dirais, techniquement très intelligente, très adaptée, de mettre en place une solidarité au niveau des individus. Mais un point auquel il tient beaucoup aussi, c'est de dire cette solidarité, elle est au niveau des individus, mais aussi il faut faire attention à ce que cette solidarité ne vienne pas perturber le jeu économique. Et on connaît bien ça en France, avec les effets de seuil, avec des trappes à pauvreté, tous ces aspects-là qu'on connaît bien en France. Voilà. Donc il dit attention, si on met en place des solidarités, à ne pas créer des effets pervers. Et donc voilà, cet équilibre qu'il faut trouver, et qui est un point effectivement important, et l'on voit particulièrement bien aujourd'hui dans notre pays, c'est un sujet très important. Troisième éclairage, Philippe von Parijs, donc qui est un philosophe, économiste, sociologue, enfin un homme qui a beaucoup de talent, belge, qui est aujourd'hui une des sommités de ce sujet-là. Donc lui qui parle d'une allocation universelle ou d'un revenu de base, basic income. Bon. Et donc il dit voilà, il faut mettre en place une liberté réelle pour les personnes, et cette liberté réelle passe par l'instauration des moyens concrets de cette liberté, et donc un revenu qu'on donne à toute la population. Chacun ayant un revenu est autonome et donc du coup peut exercer sa liberté en faisant des choix personnels qu'il regarde, les choix les plus adaptés par rapport à ce qu'il veut faire, à ce qu'il peut faire. Donc Philippe von Parijs est un des fondateurs du Basic Income Earth Network, qui est le réseau mondial qui regroupe tous les promoteurs de ce concept, dont je fais partie. Et donc nous travaillons chacun dans nos pays pour faire advenir cette idée. Sachez que cette idée, effectivement, est poussée par beaucoup de personnes dans le monde entier, partout. Nous nous réunissons tous les 2 ans quelque part dans le monde. La dernière fois, c'était à Munich. Au mois de juin, ça sera à Montréal. Bon, nous nous réunissons tous les 2 ans et nous voyons à chaque fois des gens qui viennent de tous les pays, de tous les continents. C'est extrêmement varié. Donc ce souci de donner à toute la population d'un pays les moyens concrets d'existence par une allocation personnelle, c'est vraiment une intuition qui est très, très générale sur la planète. Je vous propose, avant d'aller plus loin, de vous passer un petit extrait du film, de manière à vous mettre dans l'ambiance un peu des argumentaires que l'on peut déployer sur ce sujet. Le revenu, c'est comme l'air sous les ailes de l'oiseau. Et ce serait un droit civique s'il y avait un revenu de base. Bienvenue sur Terre. Aujourd'hui, chacun a un revenu, plus ou moins. Sinon, il ne pourrait même pas survivre. Mais sous quelles conditions? Comment chacun obtient-il son revenu? 4 Allemands sur 10 travaillent. Ce travail leur procure un revenu suffisant pour vivre. Presque 3 sur 10, en majorité les enfants et les jeunes, ont un revenu par leur famille. 2 sur 10 vivent de leur retraite ou de leur rente. Et moins d'1 sur 10 de l'assurance chômage ou de l'aide sociale. Tous les revenus sont le résultat de l'activité économique, mais 41% seulement sont le fruit d'un travail rémunéré. Tous les autres sont dits revenus de transfert, des revenus qui ne sont pas directement liés au travail. Alors pourquoi l'idée d'un revenu de base nous semble-t-elle si étrange? Ce qui semble étrange, c'est que le revenu de base est inconditionnel. Mais aujourd'hui, les conditions d'accès aux revenus sont-elles encore adaptées à notre temps? À moins de nous montrer tout à fait naïfs, il faut admettre qu'à l'avenir, le marché du travail ne pourra plus assurer l'intégration sociale de toute la population. Cependant, en refusant l'alternative du revenu de base,
nous sommes obligés de parier sur la croissance économique à n'importe quel prix. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la politique aujourd'hui. De l'extrême droite à l'extrême gauche, l'ensemble du monde politique en appelle à grands cris à la croissance économique. Ainsi, nous persistons dans une approche quantitative des problèmes et nous perdons toute chance de développer de nouveaux modèles d'organisation sociale d'une qualité supérieure. Aujourd'hui pourtant, croissance économique ne rime pas forcément avec création d'emplois. Sous le trait, c'est même plutôt le contraire. En revanche, il n'y a pas de croissance économique sans consommateurs avec un bon pouvoir d'achat. Autrement dit, il faut que les gens aient de l'argent en poche. Demandons à Klaus Wellershof, économiste en chef de l'une des plus grandes banques du monde, première en gestion de fortune, ce qu'il pense d'un revenu de base inconditionnel. Soutenir les populations sans poser de conditions, à la longue, c'est un principe qui, je pense, devra s'imposer. Mais il lui faudra tout d'abord affronter les nombreux droits et privilèges dont nous bénéficions aujourd'hui. Mais de quel droit pourrait-il bien s'agir? Du droit de préserver les places de travail, peut-être? Tous les politiciens le réclament. Mais pense-t-il vraiment au travail? Ou plutôt aux recettes fiscales? Ou bien s'agit-il de limiter le nombre de ceux qui vivent de l'aide sociale et pèsent sur le budget de l'État? Ce n'est pas la politique de l'État méchant qui est responsable de l'explosion des coûts, c'est la rançon du succès. Le succès en question est celui de la rationalisation. Une rationalisation qui arrive jusqu'à notre porte. Et comment va continuer l'histoire de ce succès? C'est justement le sens de cette question. Elle se pose si on réfléchit aux revenus de base. Il existe différents modèles de revenus de base. Tous ces modèles se rejoignent dans la définition du réseau allemand pour le revenu de base. Elle comprend 4 critères. Voilà, donc là, c'était juste une introduction sur le... Voilà, pourquoi. Donc le film, déjà, je précise, c'est un film qui a été créé par des Suisses allemands, okay, qui a été traduit en français, c'est sympathique, et qui nous permet effectivement d'expliquer pourquoi, bon, de donner vraiment une explication. Là, j'ai mis juste le début pour que vous ayez un peu un panorama, mais je vous encourage vraiment à aller sur Internet, récupérer le film et puis le voir en son intégralité, parce qu'il est vraiment intéressant. Voilà. Donc là, je vais reprendre mon exposé. Voilà, pour préciser que finalement, si on regarde un peu les choses, il y a une chose qui est toujours un peu choquante. C'est que les gens nous disent, le revenu de base, c'est très bizarre. Il y a des gens de droite qui le défendent, les libéraux, les ultra-libéraux, il y a des gens de gauche, il y a des écologistes. Tout le monde défend le revenu de base avec des manières différentes. Il y a un problème. Donc ça inquiète, si vous voulez. Ça inquiète de voir un concept, une idée qui est défendue par tous les bords politiques. C'est pas possible, il y a un problème. Bon. Si on gratte un petit peu, on peut voir que finalement, il y a, voilà, j'ai repéré à peu près 3 approches philosophiques qui fondent un revenu de base. Et ces 3 approches philosophiques, moi je dirais les 3 me parlent, mais ensuite chacun va être sensible plutôt à l'une ou à l'autre. Ensuite chacun voit. Bon. Première chose qui est, ce qu'on a vu d'ailleurs dans le film plutôt, c'est donner un revenu sans condition pour que les personnes puissent participer à la vie sociale. Que les personnes vraiment disent, ok, voilà, j'ai de quoi être intégré à la société, consommer le nécessaire, voilà. Première approche.
Et donc là, les idées qui vont avec, c'est il faut que ce soit un revenu suffisant, il faut pouvoir refuser le travail, c'est la fin du salariat. Bon. Certains vont même jusqu'à combiner ça avec un revenu maximal, disant il doit être interdit que les personnes aient un revenu trop élevé. Bon. Alors ça, c'est une certaine approche des choses. Deuxième approche qui est un droit, qu'on parlait tout à l'heure de Thomas Paine, c'est ça. Une compensation pour rétablir un droit immanent. Voilà. Les personnes, de par la naissance, ont un droit à un revenu. Donc, on fait ce qu'il faut pour. C'est un droit. C'est une approche, je dirais, plus légale, plus juriste, un peu différent. Donc là, l'héritage des générations passées, la juste part des richesses, ça doit être non stigmatisant pour les personnes. Bon. Deuxième aspect. Troisième aspect, qui est un revenu de liberté pour tous. Là, le mot important, c'est liberté. Effectivement, donc les libéraux se reconnaissent là-dedans, disant, voilà, on veut que les gens puissent choisir librement leur activité, avec une liberté réelle. Là, on va parler de questions de financement, équilibrer les financements. Donc là, on va évoquer la fiscalité, simplifier l'État-providence. Et mon travail de thèse de doctorat était vraiment sur cette partie-là. Donc, effectivement, vous pourriez avoir l'impression que je m'intéresse plus à cette partie et cette troisième approche. Bon, c'est un peu naturel, parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette approche-là, même si les deux autres me parlent aussi, celle du milieu en particulier, sur le droit. Et d'ailleurs, je pense que je vais y travailler d'ici pas très longtemps. En tout cas, les trois, je pense, sont trois clés d'accès pour le concept, et avec des personnes qui peuvent avoir, je dirais, un fond, je dirais, politique ou culturel un peu différent, et qui arrivent au même résultat par trois chemins assez différents. Et on arrive à cet état de fait que des personnes supports de ce concept sont très variés. Donc on regarde les prix Nobel qui ont poussé cette idée-là. En France, on voit des personnalités très différentes. Lionel Stoléru, Maurice Allais, Jean-Marc Ferry, Christine Boutin, Jacques Marseille. C'est très varié. C'est extrêmement varié. Et en tout cas, depuis le début, depuis 100 ans, si vous voulez, on a vu succéder pas mal de personnes sur ce sujet-là. Et depuis une dizaine d'années, il y a plutôt une accélération. Alors, je passe à ma deuxième partie, qui est mon travail, plus précisément, c'est la redistribution telle qu'elle est aujourd'hui, comment fonctionne-t-elle? Donc là, je fais toujours un premier passage disant, déjà, elle est confuse. La redistribution, c'est une accumulation d'outils, le RSA, l'ASS, les ACDIC, l'minimum vieillesse, les quotients familiales, les quotients conjugales, les primes de Noël, les plafonds, tous ces trucs-là, tout ça, c'est redistributif. Et donc la redistribution, ça devient un magma où le citoyen que nous sommes a du mal à se repérer. Et ça, ce n'est pas anodin. Si nous sommes dans une démocratie, d'avoir un système qui n'est pas compréhensible par le peuple, par le citoyen, ce n'est pas anodin. Et donc pour moi, ça c'est un élément important. Je pense que je mets toujours en premier, parce que je pense que dans une approche démocratique, il est difficilement soutenable à long terme de conserver quelque chose qui est aussi compliqué. C'est d'autant plus compliqué que même si on essaie de faire la synthèse de tout ça, de cumuler tout ça, on arrive à un résultat d'aide et de prélèvement dépendant des revenus qui trace des courbes tout à fait étonnantes. Donc là, je mets sur l'écran une espèce de spaghetti qui monte, qui redescend, qui stagne, qui revient. Bon, voilà. Donc la redistribution française, c'est la conjonction d'un tas d'outils qui arrivent à des lois tout à fait surprenantes qu'on a du mal à expliquer. Bon. Je vais maintenant faire des petits zooms sur des points plus précis. Il y a une question importante, c'est la question de l'individualisation des droits et des prélèvements. Individualisation des droits. Je prends le RSA. Vous savez peut-être qu'une personne qui est au RSA reçoit de l'ordre de 440 € par mois, si je m'appare le forfait logement. Bon, de l'ordre de 440 € par mois. Pour un couple, c'est de l'ordre de 630 €. Si deux personnes qui sont à 440 se mettent ensemble, on dit elles devraient toucher 880, pas du tout. Non. 880, c'est si on est chacun de son côté. Si on se met ensemble, c'est 630. Donc l'État va donner un RSA qui va dépendre totalement du fait que les personnes soient seules ou en couple. Donc l'État a une fonction, on va dire, inquisitrice d'agir en fonction du mode de vie des personnes. Quelque chose d'un peu étonnant. Donc voilà. Donc l'État n'encourage pas les personnes à être en couple au niveau du RSA. Par contre, je viens à mon deuxième schéma. Si vous prenez les personnes qui ont des revenus
conséquents, des revenus assez sympathiques. Bon, 90 000 euros par exemple. Bon. Le fait de se mettre en couple permet de bénéficier du quotient conjugal, qui permet de réduire fortement l'impôt. Donc les revenus élevés, on les incite à se marier. Les revenus faibles, on les incite à vivre séparément. C'est quelque chose d'un peu étonnant tout de même. On ne s'en rend pas compte parce que tout ça est tellement habillé de complexité technique qu'on ne s'en rend pas bien compte. Mais c'est bien ça qui se passe. C'est bien ça qui se passe. Donc là, si vous voulez, je pense qu'on peut vraiment interroger la légitimité et le sens profond de tout cela. On regarde sur les enfants. Sur les enfants, là, j'ai agrégé sur un tableau la somme de toutes les aides qui sont apportées par enfant, donc premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, donc par enfant, en fonction des revenus des parents. Un couple qui n'a pas de revenus, donc qui vit du RSA ou des aides, bon, reçoit une aide par enfant qui est de l'ordre de 180 € pour le premier et deuxième enfant, et de l'ordre de 230 € pour le troisième, quatrième et suivant. Bon, l'ordre de grandeur, c'est 200 € par enfant. Si on a un revenu de l'ordre de 2000 € par mois, dans ce cas, le premier enfant recevra une aide de l'ordre de 50 € par mois, le deuxième 170 €, le troisième 360 €. Bon, c'est très variable. Et quand on va dans les très hauts revenus, les plus hauts revenus, dans les quelques pourcents qui ont le plus revenus en France, l'aide qu'ils reçoivent pour le premier enfant, c'est 125 €, 253 pour le deuxième enfant, 414 pour le troisième et quatrième enfant. Donc vous voyez donc, la diversité des aides qui vont d'un rapport de 1 à 8 entre un revenu moyen, premier enfant, et un revenu élevé, troisième, quatrième enfant et suivant. On peut interroger la légitimité de tout cela. On peut vraiment se poser des questions. Et là, on prend en compte le RSA, les allocations familiales, le quotient familial qui diminue les impôts. On prend en compte tout ça et on aboutit à ce résultat-là, de 1 à 8. Alors qu'on pourrait dire, finalement, un enfant, c'est un enfant. À la limite, peu importe ses parents. Là, on parle d'aider un enfant. Donc, voilà. Faut-il faire une différence de 1 à 8 entre les enfants? Ce n'est pas mon avis. Ce que j'ai fait dans mon travail de thèse, c'était justement d'analyser l'ensemble de toutes les aides. Et j'ai abouti à des graphiques comme celui qui est à l'écran à l'instant, qui montrent, donc là le graphique est un peu technique, je vais tenter de l'expliquer, sur l'axe horizontal, donc sur l'axe des X, les abscisses, vous avez le revenu primaire de la famille. La famille qui a un revenu donc de 0, tout à fait à gauche, ou un revenu élevé, enfin moyennement élevé, à 5 000 € par mois sur la droite. Et donc ça, vous savez, donc, les revenus primaires, donc le revenu du travail, retraite, chômage, les revenus auxquels la famille a droit assez naturellement. Et ensuite, vous avez, dans l'autre axe, vous avez la combinaison de toutes les aides apportées, donc ça c'est vers le haut, les aides qui sont en positif, et vous avez également tous les impôts et taxes payés qui sont également en moins. Et du coup, ça permet de tracer un certain nombre de points, là il y a à peu près 8000 points. Chaque point, c'est une famille sur laquelle on voit quel est son revenu initial, dans l'axe des X, et l'aide ou la contribution qu'elle apporte, la redistribution, globalement, dans l'axe Y. Vous voyez donc, si je pointe à ce niveau-là, donc avec un revenu primaire nul et une redistribution forte, on peut avoir 1500 € d'aide par mois pour une certaine famille. Et puis à l'autre extrême, les familles qui ont des revenus élevés peuvent être prélevées à un niveau élevé qui peut être également de 1500, 2000 € par mois parce qu'elles contribuent à la société. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on prend la tendance moyenne de tout cela, ça fait la courbe rouge que vous avez à l'écran, qui est une courbe qui est quasiment une ligne droite. Donc on peut dire que la redistribution moyenne, en cumulant toute la diversité de toutes les aides, cette redistribution moyenne, elle est finalement assez simple. Cela ressemble beaucoup à une ligne droite. Et donc, tout à l'heure, je vous ai montré la complexité, la profusion des aides et la complexité de toutes les règles de calcul, mais finalement, la moyenne de tout ça, c'est quoi? C'est quelque chose de très simple. Je dis bien la moyenne. Et donc, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est vraiment ce que nous appliquons. Donc, on a vraiment un truc très compliqué qui aboutit à une ligne droite. Bon. Il faut aussi regarder la largeur de la bande. Parce que vous voyez sur le graphique, il y a une ligne rouge au milieu, c'est bien, mais vous voyez autour, ça bouge. Et donc, vous avez une forme, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui est une forme de X, en fait. Une sorte de X
avec une branche comme ça et une branche comme ci. Une sorte de X très aplati, avec une branche en bas à gauche qui est à peu près alignée sur 0. Et là, globalement, ce sont les familles qui ont 0 redistribution. Typiquement, ce sont les jeunes qui ont moins de 25 ans, qui ne bénéficient pas du RSA. Et donc, du coup, ils n'ont pas d'aide. Donc, ils sont à 0 en termes d'aide. Dans les bas revenus, vous avez par contre les personnes retraitées qui ont très peu de revenus, qui touchent le minimum vieillesse, ce qu'on appelle l'ASPA, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, et donc qui est un revenu qui est nettement plus élevé que le RSA. Ça, c'est la branche supérieure ici. Et puis de l'autre côté, encore plus intéressant, dans les revenus, je dirais, moyens ou plus élevés, vous avez une branche qui descend très fort, et donc là, cela cotise beaucoup au système, ce sont ceux qui cotisent le plus, et ceux-là, ce sont les personnes qui ont des revenus d'activité, salariés ou pas salariés, enfin en tout cas tous les revenus d'activité sont globalement fortement ponctionnés. Et la branche qui est ici, ce sont la branche qui s'en tire le mieux, on va dire, ils sont moins ponctionnés, ce sont les rentiers, au sens le plus large, ce sont les retraités qui touchent donc leur retraite, les chômeurs qui touchent leur chômage auquel ils ont cotisé, bon, très bien, et qui cotisent très peu à la redistribution. Donc on a bien une sorte d'écartèlement de la population en termes de redistribution. Certains sont très aidés, d'autres sont très ponctionnés, et donc ça crée beaucoup de tensions. Et donc toutes les discussions qu'on a entre économistes en ce moment, vous voyez, globalement, c'est beaucoup sur ces aspects-là, en fait. C'est qu'il y a vraiment un grand tiraillement dans le traitement de la redistribution dans le pays. Je le montre un peu plus sur le schéma suivant, qui détaille uniquement ce qu'on appelle les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux, c'est la CSG, et puis tous les prélèvements que l'on trouve sur le salaire, typiquement. Quand si vous avez une fiche de paye, sur la fiche de paye, vous avez les prélèvements ci, prélèvements ça. On n'y comprend à peu près rien, en général. Mais en tout cas, ça fait du moins en bas de la page. Ça, c'est sûr. Et donc là, vous avez, sur les points bleus qui descendent très fort, vous avez les prélèvements sociaux, la masse de tous les prélèvements sociaux sur les salariés. Et en haut, en couleur orange, vous avez les prélèvements sociaux sur les retraités. Donc il y a un gros écart de prélèvements sociaux de deux côtés. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu une difficulté dans notre système. Et donc là, en ce moment, on parle beaucoup d'alléger les cotisations sur le travail. Il y a une exonération Fillon depuis quelques années. Le gouvernement a mis en place le CICE l'année dernière. Et puis là, on parle de créer encore de nouvelles exonérations, parce que justement, ce poids des charges sur le salaire est une vraie difficulté économique. Donc là, le gouvernement essaye de travailler pour alléger tout ça. Mais globalement, à la base, le problème, c'est bien celui qui est à l'écran. C'est ce tiraillement de différents traitements fiscaux, redistributifs, entre les revenus d'activité et les rentiers. C'est le problème de base. Si je fais une synthèse de cette deuxième partie, on peut dire que la redistribution, globalement, elle est inefficace et inéquitable. Le système est complexe, ce n'est pas soutenable dans une démocratie. Les règles ne sont pas équitables. Elles sont pas compréhensibles par les citoyens. Je pense que vraiment, il faut vraiment travailler dur pour arriver à comprendre ce qui se passe. Néanmoins, malgré cette complexité, la redistribution est presque une ligne droite, ce qui est quand même très étonnant. Les prélèvements les plus lourds sont sur les revenus d'activité, ce qui est quand même pas une très bonne idée. Si on veut encourager l'activité, c'est bien ça qu'il faut faire. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Et puis, dernier point, les classes moyennes sont défavorisées par rapport à leurs enfants. Et ça, c'est quand même quelque chose de bizarre également. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de choses, et on peut en trouver beaucoup d'autres. Mais là, j'ai mis les éléments principaux, qui sont les éléments de surprise par rapport à la redistribution actuelle. Troisième partie sur qu'est-ce qu'il faudrait faire. Peut-on imaginer, inventer une solution adaptée au XXIe siècle? Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent? Donc là, évidemment, je vais reparler du revenu de base. En partant de ce point-là, déjà pour dire que si on parle de satisfaire les besoins de la population, les besoins de la population, ils sont divers, bien entendu. Et une bonne manière de s'approcher, ça consiste à prendre la pyramide de Maslow, qui est un outil très connu en sociologie, qui dit que chaque personne cherche à satisfaire ses besoins en partant des besoins les plus fondamentaux, et puis quand ils sont satisfaits, va commencer à s'intéresser aux besoins de nature supérieure. Bon.
Les besoins de base, ce sont les besoins physiologiques, se nourrir, s'habiller, voilà, être abrité, voilà. Les besoins physiologiques, c'est vraiment la survie absolue. Bon. Ensuite, il y a les besoins de sécurité. Il ne faut pas se faire agresser, il ne faut pas se faire remettre dans la rue, bon. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance, se sentir intégré dans la communauté. Ensuite, l'estime de soi, se sentir, ah, moi je suis quelqu'un, enfin, j'ai fait quelque chose. Et puis ensuite, se réaliser. Voilà, j'ai réalisé mon rêve. Voilà, j'ai mis une photo de quelqu'un qui gagne le Tour de France, il a réalisé son rêve. Je suis très heureux pour lui, je ne ferai jamais ça. Bon. Chacun a sa manière de se réaliser, c'est très personnel. Mais en tout cas, tout en bas, les besoins physiologiques, chacun a besoin de se nourrir, ça c'est sûr. Personne ne peut survivre sans se nourrir, ça c'est bon. Et donc, l'idée, une des intuitions, c'est de dire que dans un pays développé qui a le souci du bien commun, l'État devrait assurer au minimum que chaque individu voit ses besoins physiologiques assurés. À quoi sert un gouvernement, à quoi sert la politique, si ce n'est pas d'assurer la satisfaction des besoins vitaux? C'est bien un minimum. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on le sait bien, on voit les personnes dans la rue qui sont en difficulté, ce n'est pas bien assuré. Et donc là, je pense que une des intuitions que je pense qu'il faut qu'on partage, c'est ça, c'est déjà assurer les besoins physiologiques de la population. La définition du revenu de base. Alors, la définition, il y en a plusieurs, parce qu'historiquement, dans chaque pays, chacun a réfléchi à ça. Il y a une définition qui fait consensus au niveau mondial, qui est relativement courte. Donc, la définition que je vais partager avec vous, c'est la définition qui a été partagée et qui est partagée par le réseau français pour le revenu de base, un mouvement qui a été créé l'année dernière, en 2013. Donc le revenu de base, c'est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Je reviens sur quelques mots. Un droit inaliénable. Donc là, on est bien en train de dire que le jour où nous mettrons en place un revenu de base en France, ce sera inscrit dans la Constitution. C'est quelque chose qui est très fort. C'est un droit inaliénable. C'est vraiment, chaque individu y a droit. Il n'y a rien à discuter. Voilà, c'est un point important. Inconditionnel. Distribué par une communauté politique. Communauté politique, en général, on parle d'un pays. En général, c'est l'échelle la plus naturelle. On pourrait imaginer faire des choses au niveau régional, au niveau de l'Europe en entier. Bon, c'est peut-être plus compliqué à faire, à voir. Sur base individuelle, extrêmement important. On a vu tout à l'heure le côté néfaste du RSA ou du quotient conjugal qui vient perturber un petit peu la redistribution en fonction que vous êtes seul ou en famille ou en couple ou pas. Bon, tout ça, non, stop. Donc là, l'idée, on est vraiment sur des droits individuels où chaque individu a une aide qui lui est propre. Et donc, si deux personnes se mettent ensemble, ça les regarde. Ça les regarde. L'État n'a pas à juger de donner plus ou moins selon quelqu'un étant... bon, c'est pas le sujet. Hein. Donc on est bien sur de l'individuel. Et puis, sans contrôle des ressources, donc il n'y a pas d'acquisition là-dedans. Hein. Par contre, dernière phrase que nous avons ajoutée, c'est « le montant et le financement sont ajustés démocratiquement ». Parce que bien entendu, le montant, c'est une décision qui est compliquée. Hein. Si on donne le même montant à tout le monde dans un pays, ce montant-là, il va être négocié, hein, c'est sûr. Nous allons tous le négocier. Bon, mais il faut qu'il soit financé, ce montant-là. Donc il faut trouver ce bon équilibre entre un montant suffisant, qui a un sens, et puis un montant qui soit finançable. Donc c'est un peu compliqué. Et j'en parlerai tout à l'heure. Je vous propose une deuxième petite pause en utilisant le film. Là, nous allons reprendre le film pour apporter quelques éléments sur justement le revenu de base et le travail. C'est un point important également, c'est que quand on donne un revenu de base à tout le monde, est-ce que les gens vont continuer à travailler ou pas? Grande question, grande angoisse. Nous allons voir ça. Le revenu de base n'est pas un thème abstrait qui nous renvoie au rôle de spectateur. C'est une question qui touche chacun. Parce qu'avec ce revenu, chacun peut refuser de faire ce qu'il ne peut pas assumer et ne faire que ce qu'il veut vraiment. Tout le monde resterait à la maison? Personne n'irait plus travailler? Tout s'arrêterait? Comme si c'était la grève? Et les cadres, en RTT permanente? Et le sens des responsabilités? Hors de vue? Plus personne ne rame? Plus personne ne bûche? Les universités désertes? Le revenu de base s'apprête-t-il toute motivation pour une qualification plus élevée? Pour entreprendre une formation supérieure? Sans contrainte, personne ne développerait plus son capital humain?
Alors qu'aujourd'hui déjà, on manque de personnel qualifié. Que va devenir notre économie? Ce qui me révolte le plus, c'est le fait qu'au fond, personne ne se demande plus à quoi l'économie est censée servir. C'est un domaine de la vie en société qui est censé assurer notre existence, produire et mettre à notre disposition des biens qui nous sont utiles. Mais cette façon de voir a complètement disparu. Aujourd'hui, l'économie fonctionne en circuit fermé. Elle poursuit d'autres objectifs qui n'ont pratiquement plus rien à voir avec la vie humaine, qui peuvent même détruire la vie humaine. Malgré tout, j'en suis convaincu. Nous avons besoin d'un système qui récompense la performance, qui rémunère le travail bien fait. Mais avec un système fondé sur le principe de l'arrosoir où tout le monde recevrait la même paye ou salaire de base, au final c'est toute la société du travail qui imploserait. Pour l'année 2001, les prestations payées en Allemagne. 56 milliards d'heures de travail rémunérées. Les prestations non payées. 96 milliards d'heures de travail à la maison, pour les enfants ou encore dans le cadre d'une activité bénévole. Un revenu de base n'empêcherait pas du tout la rémunération du travail. La question qui risque de se poser, c'est plutôt de savoir, dans les entreprises, comment diriger des collaborateurs qui ne se laissent plus discipliner aussi facilement par le besoin d'argent. Idem en politique. Comment gouverner des citoyens rendus plus indépendants grâce à leur revenu de base? Et comment est-ce qu'on se gouverne soi-même? Est-ce que vraiment tout le monde serait en train de bronzer? Dans les débats sur le revenu de base, il s'agit tout d'abord de rompre avec les vieux schémas de pensée. Avec cette idéologie, par exemple, seul celui qui a ou qui cherche un emploi a le droit de manger. Il faut en finir avec cette idée fausse selon laquelle seul le travail rémunéré constitue une contribution méritoire à la société. En réalité, c'est souvent exactement l'inverse. Qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Cette maxime, nous l'avons intériorisée. L'artiste Joseph Beuys en a écrit une nouvelle version. Car nous avons assez à manger et des biens en suffisance. La question qui se pose, c'est celle du travail. Le travail pour obtenir les matières premières et le travail de production sont en train de disparaître. Dieu merci. Le sens de l'économie, c'est de libérer l'homme du travail. Ce n'est pas écrit dans le journal. Se libérer. Mais pour aller où? Ce n'est pas écrit non plus dans les directives des chefs d'entreprise. Licencier des collaborateurs n'est facile pour personne. Mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Mais si on reconnaissait cet état de fait, en le considérant même comme un devoir, un autre sens apparaîtrait. Se libérer du travail veut dire aussi se libérer pour le travail. Penser qu'au-delà de la grille, il n'y aurait que vacances et loisirs, c'est le point de vue de la dépendance. Il ne reste alors qu'un espoir, de nouvelles places de travail. De quelle nature sont donc les places de travail dans lesquelles on investit aujourd'hui? Tous les investissements dans de nouveaux postes de travail sont en même temps des mesures de rationalisation. On y développe des méthodes pour économiser des emplois. Jamais un patron ne vous dira « Comment puis-je faire pour créer plus de travail ?» La tâche de l'économie, c'est de satisfaire des besoins. Efficacement, comme chacun le fait aussi. Elle n'a donc pas pour tâche de créer du travail. Et en face de cette réalité, on observe que chaque être humain porte en lui ses propres objectifs et son travail, et qu'il les abandonne parce qu'il ne peut les convertir en argent. Le problème de société que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui ont une place de travail n'ont en réalité qu'une place de revenu. N'avoir qu'une place de revenu veut dire avoir un travail uniquement pour épuiser son revenu. Un travail qui n'a pas de sens. Pour la société, ce manque de sens pose problème, parce qu'il fait émerger beaucoup de frustrations et de pathologies chroniques. En Allemagne, 12% des salariés se sentent tout à fait à leur place. Cela fait un peu plus d'1 sur 10. Plus de la moitié, 54%, sont plus ou moins insatisfaits de leur travail.
mais apprécient néanmoins ses bons côtés. Enfin, 34% sont clairement mécontents de leur travail. Autrement dit, 1 sur 3. Le sociologue suisse Uli Meder nous donne quelques indications. Face à l'orientation unilatérale et bornée de la société sur le travail rémunéré, il faut mettre l'accent sur la question du sens. Qu'est-ce qui importe vraiment dans la vie? Le revenu de base fournirait un appui fort aux gens. Il y aurait plus de sécurité, cela provoquerait un élan de créativité, de satisfaction. Les gens auraient moins besoin d'avancer en jouant des coudes. Ils seraient moins qu'aujourd'hui contraints d'obtenir des avantages pour eux-mêmes au détriment des autres. En créant des rapports de concurrence extrême, le système actuel casse les mécanismes de solidarité. C'est l'opinion d'un professeur de sociologie. Mais qu'en pense quelqu'un qui rentre du boulot et qui entend parler pour la première fois du revenu de base? Ça veut dire que tout le monde aurait le même salaire? Non, chacun gagnerait ce qu'il gagne, mais tous recevraient un socle fixe, qui est le revenu de base. Mais seulement s'ils travaillent? Non, quoi qu'ils fassent. Mais alors, on aura certainement un problème de motivation au travail. Si je dispose de toute manière d'un salaire de base garanti, pourquoi irais-je encore travailler? Mais pour vous, ça serait comment? J'irais volontiers travailler. Rester à la maison n'est pas une solution. J'aime mon travail, je le fais volontiers. Mais il y a sûrement des types qui n'iraient plus travailler. Si vous aviez un revenu de base, est-ce que vous iriez encore travailler? Spontanément, environ 60% répondent « oui », comme avant. Environ 30% répondent « oui », mais plus à plein temps. Ou encore « je ferai autre chose ». Et environ 10% répondent ouvertement « d'abord dormir et ensuite on verra ». Voyager, s'occuper des autres, reprendre des études. Si on instaurait un revenu de base, pensez-vous que les autres continueraient à travailler? Environ 80% répondent « non ». Probablement que la majorité ne serait plus motivée pour aller travailler. C'est quoi un travail pour lequel il faut se faire motiver? Sans doute pas le travail que l'on fait pour soi-même. Pour celui-là, on se motive tout seul. Quelle est la motivation pour le travail? Là, ce sont des enfants qui travaillent. Tout à fait normal, à une certaine époque. Et nous, on continue à acheter. On ne sait pas très bien, la marchandise vient d'Extrême-Orient. C'est là-bas qu'est exécutée aujourd'hui une grande partie de ce qu'on appelle les sales boulots. Ou alors, si c'est chez nous, on aime bien avoir des gens qui viennent d'ailleurs. De temps à autre, il peut se faire qu'il manque des papiers, des contrats et la sécurité minimale. Et les congés maladie? Les sales boulots, comme on dit, ne sont pas forcément sales en soi, mais plutôt à cause de la sale idée que l'on s'en fait, de leur faible rémunération et des mauvaises conditions de travail. Il s'agit souvent de nettoyer la saleté des autres. Au bout du compte, qui est-ce qui salit ce travail? Avec un revenu de base, on peut refuser. Mais à ce moment-là, qui fera les sales boulots? Il y a 3 possibilités. Je m'imagine une caissière de supermarché. Elle ne prend certainement pas plaisir à son travail. Si elle avait un revenu de base, est-ce qu'elle irait encore travailler? Posons la question à cette caissière. Oui, personnellement, je n'arrêterai pas de travailler. Parce que je ne peux pas imaginer que je reste à la maison sans rien faire, même si j'ai ce truc de base de 1000 €. 1000 €, c'est un chiffre comme ça. Ça pourrait être plus, ou moins. D'abord, honnêtement, ça ne me suffirait pas. C'est pourquoi on l'appelle revenu de base. Cela devrait suffire pour le minimum vital et une intégration dans la société. La plupart des gens voudront gagner plus, comme aujourd'hui. Mais revenons-en à la caisse. Pas vraiment un métier de rêve? Évidemment, on pense toujours au travail à la caisse.
Mais on a affaire avec un tas de gens et tout dépend de comment on se sent soi-même. Personnellement, je suis quelqu'un de très ouvert. Je n'ai pas de problème et au fond, je me trouve très bien ici. Voilà. Donc, sur la partie, ça c'est un point important. C'est une des grandes objections. Si on donne l'argent à tout le monde, les gens ne travailleront plus. Bon. À l'inverse, on remarque que quand les expérimentations qui ont eu lieu à différents pays ont montré quasiment l'inverse. C'est que les gens, une fois qu'ils sont debout, une fois qu'on met les gens debout, ils ont de quoi survivre, hein, de quoi vivre, ben, du coup, ils se mettent à faire des choses, à être actifs. Donc là, il y a une espèce de mythe hein, qu'on a tous. Hein. Il y a un mythe qu'on a tous parce qu'on l'a hérité de notre éducation, de ce qu'on a pu voir, machin. Mais c'est faux. Globalement, c'est faux. Quelqu'un qui est dans une misère noire et qui n'a qu'une idée en tête, c'est la survie, ben, vous aurez du mal à en faire quelqu'un qui va faire un travail très, très intéressant. Par contre, si vous mettez debout avec les conditions matérielles d'existence suffisantes, ben, du coup, il peut être autonome et puis proposer quelque chose, quoi. Il peut être actif. Donc, je sais qu'il faut que j'accélère un peu. Un petit peu. 10 minutes, ok. Voilà, donc pour terminer. Donc, déjà, première chose que je veux dire très rapidement, c'est que un revenu de base, ça ne se substitue pas à tout. Ça se substitue à ce qui est la redistribution aujourd'hui, c'est-à-dire le RSA, la quotient familial, la quotient conjugale, les impôts bricolés par ça. Bon, tout ça, on laisse tomber. Par contre, on va évidemment garder la retraite, le chômage, la santé, l'éducation, tous les services de l'État, ça, évidemment, ça ne bouge pas. Et tout ce qui est contributif, ça ne bouge pas. Donc voilà. Et puis l'aide au logement, qui est un aspect extrêmement important. Bien entendu, il faut toujours des aides au logement, parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour les personnes. Je vais sur ma dernière partie. Comment, combien ? Comment, combien ? Bon, déjà, la première chose, l'idée de base, c'est qu'on passe d'un millefeuille, hein, dont on parle tout le temps, le truc compliqué, on ne comprend rien, à quelque chose qui est beaucoup plus simple, qui est qu'un flan dans mon dessin. Bon, il y a toujours autant de calories, ça ne change rien. C'est toujours aussi mauvais pour la santé, mais au moins, voilà, au moins on comprend comment c'est fait, c'est plus homogène. Bon. Donc le flan, c'est le truc homogène qui fait la même chose. Donc, ce que je vais vous montrer en termes de montant et tout ça, c'est globalement, j'essaie d'être à peu près homogène par rapport à ce qui fonctionne aujourd'hui. Hein, je ne fais pas une révolution, c'est par rapport à ce qui fonctionne aujourd'hui, en gardant les mêmes masses, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Aujourd'hui, les masses, c'est quoi ? C'est que nous avons des aides dégressives, c'est-à-dire qui diminuent avec les revenus. Hein. Quand on a des hauts revenus, ben, on a un peu d'aide. Quand on a des bas revenus, on a beaucoup d'aide. C'est dégressif. Et à l'inverse, les prélèvements, donc les impôts et taxes, c'est l'inverse. Quand on a peu de revenus, ben, on n'a pas beaucoup d'impôts. Par contre, quand on a des gros revenus, on a des gros impôts. Bon. Quand on mélange tout ça, on l'a vu tout à l'heure, on combine tout ça, ça fait une espèce de ligne de droite, à peu près, en moyenne. Et donc l'idée, c'est bon, on remplacerait cette complexité par une ligne droite. Hein. Quand on a fait les maths, on sait que Y égale AX plus B, c'est une ligne droite. Et ben on fait ça. B, c'est le revenu de base, B. Et puis le AX, A, c'est le prélèvement simple, constant ou pas constant à voir sur les revenus. Faisons juste ça, déjà. Ensuite, quel est le montant ? Alors, sur le montant, il y a plusieurs manières de raisonner. Et ce que je fais ici, c'est que je vais vous donner 5 manières de réfléchir au montant du revenu de base. Première manière de réfléchir, c'est de dire, on veut que les personnes aient un revenu suffisant. J'entends beaucoup ça dans les réunions, où les gens disent, oui, il faut absolument que le revenu soit suffisant. Je dis, ok, suffisant, c'est combien ? Suffisant. Bon, très bien, suffisant. Si vous interrogez n'importe qui dans la rue, quelqu'un vous dira, suffisant, c'est combien ? Bon, chacun a son idée du suffisant. Le suffisant pour moi, c'est peut-être pas le suffisant pour vous, mais voilà, on ne sait pas. Chacun a son idée du suffisant, c'est un peu compliqué à mettre en place. Pour l'économiste, c'est compliqué. Deuxième approche, où là, on dit, on veut que, dans la transition, si on remplace quelque chose par autre chose, il faut que les plus démunis ne soient pas perdants. Si on met en place une nouvelle solution et que ceux qui sont déjà dans la dèche se trouvent dans une situation plus mauvaise qu'avant, c'est pas bon, quoi. Donc ça, c'est déjà un critère qui me paraît assez robuste et qui, je pense qu'il faut prendre en compte. Autre critère important, on dit, tiens, le seuil de pauvreté, c'est une espèce de mesure statistique, qui est critiquable par ailleurs, mais bon, ok, prenons ça. Le seuil de pauvreté, on aimerait que le maximum de personnes puissent dépasser le seuil de pauvreté. Bon, ça, je dirais, d'un point de vue économique, ça peut s'instrumenter. On dit, ok, le seuil de pauvreté, c'est ça.
Voici, selon la composition familiale, les couples, tout ça, bon, voici ce qu'il faudrait faire. Autre approche. Quatrième approche, on veut faire attention à ne pas augmenter les impôts. En disant, les impôts, si on les augmente trop, ça décourage l'activité, ça décourage la population, c'est pas bon. En France, on a déjà un taux d'impôt qui est déjà hors norme, donc essayons de ne pas augmenter les impôts, c'est pas un truc à faire non plus. Autre critère. Puis dernier critère, c'est on veut minimiser les différences par rapport au système actuel. C'est quelqu'un qui aurait une aide de 300 €, bon, il dit tiens, il faudrait qu'il ait 350 ou 250, voilà. Que les aides soient à peu près identiques, hein, que la redistribution soit très proche du système actuel. Et ça, c'est un autre critère qu'on peut essayer d'instrumenter aussi. Voilà, donc ça, c'est un peu le menu de comment on peut réfléchir au montant. Maintenant, je vais donner les chiffres. Tout à l'heure, je vous ai montré l'espèce de spaghetti qui montrait l'évolution des aides, bon, tout ça. Et là, je vous montre sur le détail de cette courbe, qui montre que, finalement, si on cumule le RSA socle, le RSA activité, la réduction Fillon, le CICE, la prime pour l'emploi, la décote IRPP, l'IRPP lui-même, tout ça, vous prenez ces 7 mécanismes-là, vous mélangez tout ça, et vous obtenez le fameux spaghetti. Parce que vous avez, au début, l'État aide de plus en plus que vous approchez du SMIC. Après le SMIC, pof, ça chute brutalement. Et après, c'est une espèce de palier, et après, ça redescend. Bon. C'est la combinaison de tous ces mécanismes-là qui donne ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le premier palier, qui est au début, c'est du RSA, et plus tard, ce sera surtout constitué par la réduction Fillon, il est à hauteur à peu près 450 € par mois. Pour une personne seule, hein. Je parle que de ça pour l'instant. Pour une personne seule, environ 450 € par mois. C'est le niveau de ce que l'État aujourd'hui apporte comme aide, sous des formes extrêmement variées, par rapport à une personne qui est entre 0 et 1 SMIC. C'est un repère. Et donc, si on veut que les personnes qui sont les plus démunies ne soient pas défavorisées, eh ben, le bon niveau, c'est pour le moment d'ordre de 450 €. Au-dessus, ça sera mieux, bien sûr, mais en dessous, ça paraît difficilement acceptable. Ensuite, par rapport au seuil de pauvreté. Alors là, c'est plus compliqué, plus technique, en quelques mots. Le seuil de pauvreté, c'est une mesure statistique qui prend le revenu médian de la population, en disant voilà, ce revenu médian, je prends 60% de ce revenu médian et je dis ça, c'est le seuil de pauvreté. Mais ce seuil de pauvreté, il est calculé en fonction de la composition du ménage. C'est-à-dire que le premier adulte compte pour 1, le deuxième adulte compte pour 0,5, et les enfants, s'ils ont plus de 14 ans, c'est 0,5, s'ils ont moins de 14 ans, c'est 0,3. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais au global, on peut voir que selon la configuration de la famille, le seuil de pauvreté, il va évoluer de cette manière. Et donc, si on utilise ces 450 € qu'on vient de voir à l'instant par adulte et la moitié par enfant, on arrive à un revenu de base qui évolue, je dirais, de manière assez cohérente avec le seuil de pauvreté. La différence entre revenu de base et le seuil de pauvreté, la différence, ça ressemble beaucoup au budget du logement. Donc ça, c'est un point important, c'est que le logement est une aide indispensable. L'État doit absolument mettre en place et continuer à mettre en place des moyens d'aider les personnes à se loger. Donc le revenu de base ne peut pas compenser le logement, ça c'est sûr. Donc c'est forcément le logement plus revenu de base qui peut approcher les personnes du seuil de pauvreté. C'est un peu technique, je vais rapidement. Ensuite, sur les prélèvements. Les prélèvements, si je parle d'une fiche de paye, le salaire brut, mettons que ce soit 100, l'idée, donc la cible, c'est que dans les 100 que salaire brut, vous allez pouvoir retenir donc, un prélèvement qui va financer le revenu de base, que j'appelle ici donc, l'impôt universel de redistribution du revenu, bon, IURR, pourquoi pas, de l'ordre de 20 à 25% du salaire brut. Il faut également financer la santé. Donc là, j'imaginais une cotisation de santé de l'ordre qui ressemblerait à la CSG, mais de l'ordre de 12%, un peu plus élevé. Et puis il reste un salaire net, qui fait 63-68%. Et puis au-dessus de ça, bien sûr, il faut les cotisations patronales pour financer les retraites et le chômage. Voilà, donc ça donne du coup un coût employeur qui ferait 125 par rapport au salaire brut. Hein. Et puis, par rapport à tout ça, salaire net, le revenu disponible pour le salarié, c'est son revenu de base, le salaire net qu'il a obtenu sur son travail, et puis les revenus différés, que ce soit les soins, retraites et autres. Voilà. Donc là, il y a
un certain équilibre qu'il faut juger. Je vais très rapidement là aussi, mais effectivement, il faut prendre en compte comment est-ce que les cotisations diverses et variées vont pouvoir jouer pour financer l'ensemble du revenu de base. Et financer également le reste de la sécurité sociale, bien entendu. Si on veut regarder les gagnants et les perdants, bon, pareil, on retrouve une image de pointe que j'avais utilisée tout à l'heure, où là, je montre entre la situation actuelle et un schéma avec 450 € par adulte, 225 par enfant, financé par une taxe de 23% sur tous les revenus. Bon, sur ce graphique, je montre qui sont les gagnants et les perdants. Les gagnants sont au-dessus de la ligne 0. Donc là, vous avez beaucoup de gagnants sur ce schéma-là. Et des perdants qui sont en dessous de la ligne. Et très étonnamment, on peut dire, les gagnants sont globalement toutes les personnes qui ont des revenus d'activité. Sont globalement, en général, gagnantes dans le changement. Par contre, les personnes qui ont des rentes, donc retraite, revenus du patrimoine, en général, sont par contre plus défavorisées, et surtout quand il y a des patrimoines plus élevés. Donc ça, c'est le schéma global des gagnants et des perdants de la proposition. Donc je termine avec ça. Donc, implémenter le revenu de base, c'est possible en essayant de se coller à la moyenne de la redistribution actuelle et en mettant en place des mécanismes qui réalisent ceci. Ça n'augmente pas la pression fiscale. Il faut garder les prestations sociales complémentaires que sont la retraite, le chômage, la prise en compte du handicap, de la dépendance, du logement et tout ça. Ça, c'est indispensable. C'est un mécanisme individuel. Et donc, que vous soyez seul ou en couple, c'est pas la question. On s'occupe plus de ça. Comme c'est inconditionnel, ça donne la liberté à chacun d'entreprendre vraiment ce qu'il a envie de faire. Hein. Il peut prendre des études, prendre un boulot, innover, artiste, chacun fait ce qu'il veut. Et puis comme c'est automatique, tout le monde l'a, il y a zéro stigmatisation. Personne ne peut dire, tiens, moi je suis au revenu de base, je n'ai que ça. Non, tout le monde l'a. Hein. Donc ça, il n'y a aucune stigmatisation. Sur la question du montant, c'est ma conclusion. On parle toujours du montant en disant 450, c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup, peut-être. Bon. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent avec le RSA, c'est 450, donc c'est bien ça déjà. Mais néanmoins, un point important, c'est que le revenu de base tel qu'il est conçu, c'est un montant, bien sûr, mais c'est aussi un mécanisme qui est émancipateur. Chacun l'ayant de manière systématique, quoi qu'il fasse de sa vie, du coup, il y a une inconditionnalité qui est émancipatrice. Chacun sait que quoi qu'il fasse dans sa vie, il l'aura. Ça sera garanti quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, c'est un message fort qu'apporte toujours Guy Standing, qui est un des promoteurs bien connus du revenu de base, qui est un Anglais, qui est un professeur d'université, qui milite sur tous les continents pour mettre en place des expérimentations du revenu de base en Afrique, au Brésil, en Inde ou ailleurs, et en Europe, et en Amérique du Nord. Voilà. Donc, en tout cas, on sent bien cette chose-là, c'est que la valeur émancipatrice du revenu de base, c'est son message, la valeur émancipatrice du revenu de base est plus importante que sa valeur monétaire. Et ça, c'est un point très important. Hein. L'argent, c'est bien, mais c'est aussi la liberté réelle qu'on met en place qui est un élément également très important.